Notre invité ce matin, c'est Lucas Mollo. Bonjour, vous êtes le vice-président de Pfizer France. Ça tombe bien, on a un nouveau projet de budget à détailler ensemble. Le budget de la Sécu et le PLFSS avec un objectif de faire baisser le trou de la Sécu. Il y a donc des économies dans tous les sens. Et parmi les choses annoncées hier, il y a cette taxe sur les laboratoires pharmaceutiques, 1,2 milliard d'euros. Ça va avec d'autres choses comme le montant des franchises médicales qui vont augmenter notamment. Quand vous regardez ce budget, quelle est la première réaction que vous avez ? Alors merci, bonjour. Bon, d'abord, il faut dire que l'industrie du médicament contribue énormément déjà. Depuis 2010, notre industrie contribue à hauteur de 9% déjà du budget de la sécurité sociale. Et depuis cette date, déjà 50% d'efforts ont été faits. Ça, c'est très important. Mais la question qui est derrière est est-ce que nous voulons que la France reste attractive? C'est ça qui est important. Aujourd'hui, quand on regarde ces chiffres, et pas que ça, la baisse des coûts des médicaments, etc., donc ne rend plus attractive la France vis-à-vis de notre maison mère. Et donc moi, je crois en l'industrie française, je crois en la recherche française, en l'innovation française, mais donner des signaux comme celui-ci, ce n'est pas donner un bon signal à notre maison mère. Donc vous, votre boulot, c'est de vendre la France auprès de votre maison mère en disant continuez d'investir, on y croit, l'innovation est possible. Et ce que vous dites, c'est que vous avez de plus en plus de mal. Alors, depuis 5 ans, nous avons annoncé un investissement majeur d'1,5 milliard d'euros en France. Dans les 3 dernières années, on a déjà investi 800 millions d'euros. Mais effectivement, c'est parce que nous croyons, moi et mes équipes, à la recherche en France, mais effectivement, ça devient de plus en plus difficile de vendre ça à notre maison mère, une maison américaine, donc qui nécessite d'avoir quand même des retours sur ces investissements. Le patron de Novartis qu'on a reçu la semaine dernière disait que lui, si aujourd'hui il avait dû plaider les mêmes investissements que ceux qui ont été faits il y a 2 ans par sa maison mère, il n'y arriverait pas parce que le contexte a trop changé. Là, c'est une décision qui a 5 ans, les investissements dont vous nous parlez. Est-ce qu'aujourd'hui, vous auriez la même écoute et les mêmes décisions ? Alors, vous savez, je pense que mon rôle, c'est de continuer à défendre la France, continuer à défendre les investissements que nous faisons. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi des opportunités en France. Donc, il n'y a pas que des investissements qui sont comme ça lancés dans le vide. Hier, par exemple, vous avez reçu sur ce plateau Raphaël Todjman, oui, que je salue au passage. De Géto Capital. De Géto Capital. Et donc, elle a bien illustré le fait que en France, pour pouvoir investir, pour pouvoir innover, il faut être à plusieurs. Donc nous, on contribue avec cette innovation à investir dans ces genres de fonds qui sont importants pour pouvoir soutenir la recherche française. Et on va continuer à le faire, mais il faut que les autorités reconnaissent la valeur du médicament, qui n'est pas un coût, est une valeur pour la société, est un investissement. Ça fait bénéficier les patients individuellement, mais aussi c'est un bénéfice collectif qui est aussi au service de la collectivité et de la santé publique. La valeur du médicament, c'est fondamental parce que vous dites on ne reconnaît pas la valeur du médicament. Ça met les Français dans une situation compliquée, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès aux mêmes médicaments que par exemple les Allemands, ils ont des délais beaucoup plus longs. Tout ça parce que le médicament est trop faible et qu'il n'y a pas d'investissement. Comment on sort de ce cercle infernal ? Alors, vous avez cité justement des choses qui sont très importantes pour nous. Imaginez que des médicaments qui sont aujourd'hui approuvés par la Commission européenne du médicament, que 4 sur 10 ne sont pas disponibles en France. Et c'est 10% en Allemagne. Et ça, c'est pour nous, c'est un problème. Je vous cite mon laboratoire. On a des dossiers qui sont bloqués depuis 2 mois, faute d'accord avec les autorités pour trouver un accord sur le prix. Qui sont bloqués, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir des médicaments disponibles en France qu'on n'a pas. Exactement. C'est bloqué pour une histoire de prix. Aujourd'hui. Et donc nous, mon objectif, et je suis un médecin, donc ce que j'ai envie, c'est que nos patients, la population puisse bénéficier des meilleurs traitements, des meilleurs vaccins, donc pour pouvoir être en mesure de prendre en charge des maladies pour lesquelles aujourd'hui on est, pour certains, on en passe. Tout ça dans un contexte de droits de douane, de concurrence avec les États-Unis. Donald Trump a menacé les laboratoires de taxes très importantes de 100% sur les médicaments s'il n'y avait pas une baisse des prix à travers d'une vente de sa plateforme qu'il crée lui-même. Pfizer a dit oui, nous vendrons des médicaments sur la plateforme. Les Américains, eux, ils payent les médicaments 2 fois plus cher. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire concrètement avec Donald Trump sur cette plateforme ? Bien sûr, 2 fois et même parfois 3 fois plus cher. Alors, aujourd'hui, pourquoi ? Donc, eux représentent environ la moitié du marché mondial des médicaments. Pour Pfizer, c'est 60% du marché, les États-Unis. Mais surtout, derrière tout ça, c'est qu'eux soutiennent les coûts et les investissements sur l'innovation. Donc,
dans ce cas-là, effectivement, c'est légitime. L'accord qui a été mené par Trump, c'est pour soutenir justement les patients qui ont des faibles revenus, les handicapés. Mais derrière tout ça, il y a des avantages qui sont accordés. Par exemple, les frais de douane pendant 3 ans. Mais Pfizer va investir 70 milliards de dollars aux États-Unis, justement. Et ça veut dire que comment vous voyez l'avenir? Vous vous dites, en Europe, il y aura moins d'investissements et du coup, des prix de médicaments qui vont augmenter, pendant que les États-Unis vont réussir à baisser le prix du médicament et aspirer les investissements. Alors, ce que ça veut dire, c'est que tout ce qui se passe aux États-Unis peut avoir un impact en France. Et justement, pour garder cette attractivité, nous avons besoin que les autorités reconnaissent justement la valeur du médicament, parce que financer le médicament aujourd'hui, c'est soutenir l'innovation et la recherche de demain. Mais aux États-Unis, le problème, c'était les intermédiaires. C'est ça qui crée un problème de prix, c'est ça qu'il faut supprimer. En France, c'est un autre modèle, mais aux États-Unis. Exactement. Aux États-Unis, oui, mais en France, par chance, l'avantage, on a un système qui est totalement différent. Du coup, on n'a pas tous ces intermédiaires. Du coup, on a la possibilité d'avoir des interactions directes avec les pharmacies, avec les systèmes, les grossistes, etc. Et donc, qui empêche, si vous voulez, cette différence que nous avons entre les Américains et les Français. On a quand même des innovations. Vous venez de faire la 5e édition du Pfizer Healthcare Hub France. Donc, il y a des boîtes qui créent des choses et qui innovent. Qu'est-ce que vous avez vu dans cette émergence d'entreprises? Où est-ce qu'on est le meilleur? Sur l'oncologie, par exemple, vous avez vu des choses incroyables? Alors, déjà, nous sommes fiers que nous soyons arrivés à la 5e édition, parce que parmi toutes les startups que nous avons soutenues pendant ces années, 14 sur 19 sont encore vivantes. Il faut savoir que 70% des startups ne survivent pas au bout de 2 à 5 ans. Donc, c'est très important. L'autre chose, c'est que les startups comme les biotech, ce qui est important, c'est de les soutenir dans la phase de lancement et d'accélération. Parce que c'est là où il y a le plus de risques. Et nous, effectivement, chaque année, on soutient des startups dans le cadre de ce programme où il y a eu effectivement des innovations. Par exemple, l'intelligence artificielle pour mieux détecter les cancers, améliorer les parcours des soins, détecter des pathologies neurodégénératives qui sont très importantes. Un problème de la santé mentale en France est très important. Et donc, nous voulons que ces gens-là transforment leur innovation en un succès commercial. Et après, vous investissez ou vous les laissez faire leur vie? Alors, dans la première phase, on les aide. Après, il peut y avoir, après la phase d'accompagnement qui dure 9 mois, s'il y a un intérêt réciproque, bien sûr, on peut tranquillement investir, continuer le parcours ensemble. Il y a une biotech que vous venez de racheter, c'est Metsera, c'est dans le traitement contre l'obésité. On a beaucoup parlé de l'avance de Novo Nordisk, d'Eli Lilly. Là, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce que c'est le même type de procédé? Est-ce que là aussi, c'est un dérivé d'un médicament contre le diabète ou c'est complètement autre chose? Nous développons ces médicaments. Effectivement, c'est une acquisition qui a été faite parce que l'obésité est un vrai problème de santé publique au départ. Donc, c'est un fardeau qui pèse sur la société. Il y a 10 millions de personnes qui sont considérées comme obèses aujourd'hui en France. Ça représente 18% de la population adulte. Derrière ça, il y a plus de 200 maladies qui y sont associées. Et nous voulons innover, justement. L'innovation passe par quoi? Par avoir des médicaments qui sont plus efficaces, mieux tolérés, possiblement de les associer éventuellement. On va peut-être avoir une formulation qui est pas hebdomadaire, mais ça pourrait être mensuelle. Du coup, et ça va arriver. Et je pense que ça peut aider justement la santé publique pour le fléau de qu'est l'obésité. Et si vous aviez un message ce matin pour le gouvernement français, le Cornu, qui va peut-être passer la semaine, donc c'est déjà une bonne nouvelle, qu'est-ce que vous devriez leur dire? Qu'aujourd'hui, la France a beaucoup d'atouts, mais nous sommes en train de perdre beaucoup de temps. Et que, comme ça a été dit lors de la branche de l'ELEM et aussi par mes collègues qui sont déjà passés sur ce plateau, je pense que c'est important de mettre en place les états généraux du médicament. Pour remettre à plat le système, il faut que nous retravaillions sur ça, que nous donnions à nouveau la possibilité de reconnaître la valeur du médicament et que, je le répète, c'est que reconnaître la valeur du médicament aujourd'hui, c'est investir pour le futur et pour la santé de demain. Merci beaucoup, Luc Amolot, d'être venu ce matin sur le plateau de Good Morning Business.